Joëlle Proust est philosophe, elle est directrice de recherche émérite au CNRS, elle est membre de l'Institut Jean-Nicot, de l'École normale supérieure, elle est membre, comme Franck Ramu, d'ailleurs je crois que je ne l'ai pas dit, du Conseil scientifique de l'éducation nationale, où elle coordonne le groupe de travail métacognition et confiance en soi. C'est un aspect très important de l'éducation, d'arriver à donner confiance en eux aux élèves. Et on va voir que parfois le manque de confiance en soi peut être délétère, mais aussi l'excès de confiance en soi peut être délétère. Donc, c'est le sujet de l'exposé de Joëlle Proust, l'effet délétère de la lecture sur écran, compréhension et métacompréhension. Joëlle. Merci, bonjour à tous. Alors, commençons par remarquer que les usages du numérique sont multiples et variés. L'utilisation des écrans à l'école et à la maison varie sur de nombreux paramètres en fonction des apprentissages qui sont visés, déchiffrage, lecture, mémorisation, compréhension, calcul, etc. Des types de supports, ordinateur, tablette, téléphone, des logiciels impliqués, lecture classique en Word ou en PDF, avec ou sans accès à de l'hypertexte, et avec ou sans des logiciels adaptatifs comportant suivi, révision et sélection des tâches. Alors, je vais m'interroger avec vous sur l'effet du support, non pas sur la mémorisation, comme l'a proposé Franck, mais sur l'apprentissage de la compréhension. Je m'intéresserai uniquement à l'effet du support, écran ou texte, sur la compréhension et, je vais expliquer le terme dans la diapo suivante, sur la métacompréhension. La question qui inspire cette réflexion, c'est le fait que la plupart des lecteurs adultes préfèrent lire les documents importants sur un format papier plutôt qu'à l'écran. On peut se demander pourquoi et qu'en est-il des élèves. Alors, qu'est-ce que la métacompréhension ? C'est la capacité d'évaluer sa propre compréhension. Quand on comprend vraiment un énoncé, on est généralement conscient de le comprendre. Mais qu'est-ce que comprendre vraiment ? Parce que quand on ne comprend pas vraiment un énoncé, on peut parfois croire qu'on le comprend. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, comprendre ? Bien, ça veut dire se saisir d'un nouveau contenu conceptuel en vue de raisonner. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contenu conceptuel ? Eh bien, c'est le potentiel d'inférence, de déduction, d'auto-explication que l'on peut tirer des représentations activées, que ce soit par un mot ou par une image. Par exemple, vous avez le mot chat ou l'image du chat. Alors, pourquoi s'intéresser à la métacompréhension dans les apprentissages par écran ? Eh bien, c'est que le recours au tout numérique tend à augmenter depuis 20 ans. Or, il semble avoir un effet néfaste sur la compréhension de la lecture. Il faut donc connaître les avantages respectifs du papier et des écrans si l'on veut rendre plus efficace le soutien à la lecture. C'est la conclusion du méta-analyse de 2018. Alors, quels sont les faits établis sur lesquels il y a consensus ? La lecture sur papier permet aux élèves de mieux comprendre ce qu'ils lisent, surtout dans deux cas. Pour les textes d'exposition à contenu disciplinaire, et non pas pour les textes narratifs de type roman, etc. Et lorsque le temps de lecture est librement choisi. En effet, dans ce cas-là, lorsqu'on choisit librement son temps de lecture, la métacompréhension joue un rôle absolument critique. C'est l'autorégulation de la lecture par les enfants qui, semble-t-il, explique la différence entre la compréhension de la lecture sur papier et à l'écran. Voyez ces deux diagrammes. Sur la gauche, vous avez le temps passé à étudier fixe, une condition dans laquelle le temps proposé pour étudier un court texte est fixe, tandis qu'à droite, c'est lorsque le temps passé à étudier est librement déterminé par l'étudiant, par l'élève. Alors, regardons d'abord ce qui se passe à gauche, dans le diagramme de gauche, lorsque le temps d'étude est fixé par l'enseignant. Dans ce cas-là, la prédiction de succès à l'écran est un petit peu plus surconfiante que sur papier. Vous avez la différence ici entre les deux cases. Mais
La surconfiance, en revanche, c'est-à-dire la différence entre la prévision de performance et ce qui est observé, est beaucoup plus grande lorsque on travaille sur écran que sur papier. Mais ce n'est en comparaison, rien en comparaison du diagramme de droite. Cette fois, lorsque le temps passé à s'autoréguler, pardon, le temps passé à étudier est autorégulé, ce qui est le cas ici à droite, la prédiction de succès de lecture sur écran devient très surconfiante. Il y a une mauvaise autorégulation qui pourrait expliquer, vous voyez la différence, ça c'est sur écran et ça c'est sur papier. Vous voyez la différence de performance ici par rapport à celle de droite, alors que là vous aviez une surconfiance modérée par rapport à celle du papier. Cette mauvaise autorégulation pourrait expliquer la plus faible performance que la performance de lecture sur papier. Comment l'expliquer? Alors, il y a deux hypothèses qui ont été avancées. La première, c'est que, eh bien, en fonction de la précocité de l'expérience de la technologie numérique, les enfants pourraient, s'ils étaient tous au même niveau, obtenir des niveaux de compréhension équivalents, voire meilleurs à l'écran que sur papier. Donc, s'ils avaient passé autant de temps sur papier et sur écran, on verrait que peut-être sur écran, ils seraient finalement meilleurs. Et il y a une autre hypothèse, beaucoup moins optimiste, qui est l'hypothèse de superficialité. C'est que l'expérience des écrans conduit les enfants à traiter l'information à l'écran de manière plus rapide et plus superficielle, ce qui nuit à leur compréhension de la lecture. La deuxième hypothèse est validée par l'expérimentation, donc l'hypothèse de superficialité. Quand on leur donne un test de compréhension après leur lecture, donc les élèves doivent répondre à des questions portant sur leur compréhension de la lecture. Les enfants préfèrent lire les textes à l'écran, mais en fait, ils comprennent mieux les textes lus sur papier. Donc, même s'ils préfèrent lire les textes à l'écran, le test de compréhension dit qu'ils font mieux sur papier, ce qui était déjà réalisé dans les autres expériences dont je vous ai parlé. Et le test de métacompréhension, c'est-à-dire le test dans lequel ils doivent indiquer leur niveau de confiance dans les réponses apportées, eh bien, de nouveau, les enfants ont une confiance plus grande dans leurs réponses à des questions de compréhension après lecture sur papier, mais sur écran, mais leurs évaluations de compréhension sont plus réalistes après lecture sur papier. Excusez-moi, là, il y a un bug dans mon texte. En vertu de l'hypothèse de superficialité, une évaluation métacognitive inexacte est susceptible d'entraîner une autorégulation inefficace de l'effort cognitif, ce qui pourrait expliquer les performances inférieures de la lecture à l'écran. Les lecteurs ont tendance à traiter l'information plus superficiellement à l'écran que sur papier. Et donc, le traitement superficiel produit une illusion de métacompréhension. Alors, j'ai préparé un petit schéma pour faire comprendre cette différence. Le traitement d'un texte, on le sait depuis les travaux de Kinch et ses collègues, un traitement de texte écrit peut être limité et superficiel, c'est-à-dire limité simplement au décodage quasiment phologique des termes, reconnaissance des termes, ce qui donne un sentiment déjà de fluence textuelle. Et même à ce niveau de traitement superficiel, les élèves peuvent former une illusion de comprendre. Évidemment, c'est une illusion dans la mesure où si on leur demandait d'expliquer le détail des relations entre les phrases, d'expliquer à quoi font référence les démonstratifs, eh bien, ils auraient peut-être là une occasion de se rendre compte qu'ils n'avaient pas compris. Et donc, ils font, dans le cas de l'erreur superficielle, dans le cas du traitement superficiel, ils font très souvent une erreur de métacompréhension. Ils croient avoir compris sur la base du simple décodage qu'ils font en réalité de façon lui-même très souvent incomplet. Tandis que si les élèves font un traitement profond, qu'est-ce que c'est qu'un traitement profond? C'est un traitement dans lequel on s'engage dans les simulations. On sait aujourd'hui qu'il y a un rôle très important des simulations dans l'interprétation des concepts. S'ils s'engagent dans les inférences qu'ils peuvent faire à partir du texte sur les relations entre les différents concepts, cette fois, ils arrivent à un sentiment de fluence conceptuelle.
qui leur permet d'accéder à une compréhension du concept profond et en même temps d'acquérir une capacité de métacompréhension plus fiable, puisqu'elle est fondée sur la bonne base, c'est-à-dire la base conceptuelle, et non pas sur la base textuelle du décodage. Alors évidemment, cette distinction entre niveau de compréhension est particulièrement sensible pour la pédagogie des premiers cycles, et on va le voir. Nous nous sommes demandé pourquoi les élèves préfèrent-ils la lecture sur écran, puisqu'elle est source d'incompréhension, et nous avons vu que les élèves confondent la facilité du traitement de surface et la compréhension conceptuelle. Mais alors, quelles sont les variables qui affectent l'effet du support sur la compréhension et sur la métacompréhension? Pourquoi l'écran est-il plus favorable à une attention superficielle au décodage que le texte écrit? Eh bien, c'est que de nos jours, les enfants grandissent entourés de technologies numériques et passent beaucoup de temps devant les écrans. Du moins, ça vous rappelle l'hypothèse de tout à l'heure, numéro 1. Et au contraire des adultes, les enfants disent préférer lire sur écran. L'écart de compréhension entre lecture sur papier et sur écran a augmenté de manière significative entre 2000 et 2017. Donc, il semble qu'il y ait quand même une importante contribution dans l'erreur de métacompréhension au fait que les enfants sont de plus en plus plongés dans les écrans et peut-être dans des écrans à vocation ludique et récréative. Alors, Alamish et Elbaz, deux chercheurs israéliens, ce sont pour l'essentiel les Israéliens qui se sont vraiment intéressés à ces questions de métacompréhension. Un test comparatif sur des élèves de CM2 vise à étudier l'effet du support utilisé pour la lecture, écran ou papier, sur la compréhension et la métacompréhension de la lecture par les élèves. L'objectif de l'étude est en outre de savoir si cet effet est déterminé par la préférence pour un support, par la fréquence de la lecture sur écran ou par le niveau de compétence en lecture, voire pour plusieurs de ces facteurs. Question 1. Quel est l'effet du support sur la compréhension de la lecture par les enfants? La lecture sur papier, on l'a dit, permet une meilleure compréhension. Et cette meilleure compréhension est obtenue sans augmentation du temps de lecture par rapport à la lecture sur écran. Donc nous savons déjà cela depuis les travaux d'Anne et autres en 2018. Question 2. Quel est l'effet du support sur la métacompréhension de la lecture par les enfants? Quoique la compréhension sur papier soit meilleure que sur écran, encore une fois, les jugements de métacompréhension sont insensibles à cette différence. Les élèves comme les adultes ne sont pas conscients de moins bien apprendre ou comprendre ce qu'ils lisent à l'écran. Question 3. Les enfants préfèrent-ils lire sur papier ou à l'écran? Et cette préférence change-t-elle après avoir lu et passé un test de compréhension sur les deux médias? Avant le test comparatif, les élèves disent préférer lire sur écran. Après le test comparatif, les élèves ne disent pas vouloir privilégier à l'avenir l'un ou l'autre des supports. Donc il y a quand même une petite amélioration dans les tendances de décision. Question 4. L'effet du support sur la compréhension et la métacompréhension de la lecture dépend-il du support préféré des enfants? Donc, dans les cas où les enfants sont divergents sur leurs préférences, est-ce que le support favorise ou défavorise la compréhension? Eh bien non, dans les deux cas, la compréhension reste meilleure dans la lecture sur papier et les participants sont tous, comme on l'a déjà vu par ailleurs, métacognitivement insensibles à l'effet du médium, indépendamment de leurs préférences antérieures en matière de support. Question 5. L'effet du support sur la compréhension et la métacompréhension de la lecture est-il lié à la fréquence d'utilisation de l'ordinateur par les enfants?
Alain Michel Baz le montre, la fréquence de l'utilisation de l'ordinateur n'a pas d'effet sur la compréhension et la métacompréhension de la lecture par écran. Question 6. L'effet du support sur la compréhension et la métacompréhension de la lecture dépend-il des compétences des enfants en matière de lecture? Eh bien, à nouveau, non. L'effet du support n'est pas corrélé avec la vitesse de lecture des élèves individuels, ni à leur niveau habituel de compréhension de la lecture. Nous avons des données complémentaires qui sont issues de la méta-analyse de Delgado et ses collègues. Ils ont étudié les différences entre les écrans et constaté que les ordinateurs perturbent davantage la compréhension que les téléphones portables. Et surtout, les textes numériques qui nécessitent un défilement dégradent davantage la compréhension. De plus, dans cette méta-analyse, on observe que les différences entre les supports, écran ou papier, ne sont pas modulées par le groupe d'âge ou le niveau d'éducation, la longueur du texte, le type de compréhension évalué et la possibilité de relire le texte pour répondre aux questions. Il est intéressant de voir que les mêmes effets sont observés pour le méta-raisonnement, c'est-à-dire si on propose un problème à résoudre sur un médium numérique, nous avons le même résultat que pour la lecture. Les apprenants tendent à être surconfiants en matière de résolution de problèmes par écran. Ça, c'est le travail de Ackerman et Zalmanov 2012. Les apprenants cessent plutôt de raisonner en pensant avoir atteint une solution satisfaisante qui est en fait incorrecte. Par exemple, dans la fameux raisonnement en anglais bat and ball, c'est-à-dire quel est le prix de chaque partie du jeu, la batte ou la balle, quand on sait que les deux objets atteignent une certaine somme et ont entre eux une certaine différence de prix qui est fixée dans le problème. On sait que ce genre de problème invite les solutions impulsives qui consistent à simplement soustraire les deux sommes et ils bondissent sur la solution sans prendre le temps de la vérifier, ce qui se fait surtout donc en raisonnant par écran. Alors, faisons la synthèse des difficultés d'apprentissage liées aux écrans. Nous avons écarté l'hypothèse. C'est que c'est affaire d'exposition et que si on continue à exposer les élèves à davantage d'exposition numérique, eh bien, on aura des résultats semblables pour les écrans et pour les textes écrits. Ça, c'est une solution qui a été en particulier écartée dans un travail de Salmeron et al. Je cite ce travail. Les technologies numériques demandent des compétences de recherche, de navigation et de lecture critique que les jeunes élèves n'ont pas encore maîtrisées, mais on voit également que les données montrent que l'exposition aux technologies numériques ne permet pas à elle seule d'acquérir ces compétences. Et que l'infériorité de l'écran relativement à l'écrit dans les performances de compréhension n'a cessé de s'accentuer dans les 2 dernières décennies. Donc, étant donné qu'il y a exposition croissante et infériorité croissante, on voit bien que ce n'est pas l'exposition numérique qui va résoudre le problème. L'hypothèse retenue est celle de la superficialisation. Les interactions rapides avec des récompenses immédiates de la lecture numérique, par exemple le nombre de likes d'un message posté sur Facebook, rendent plus difficile de s'engager dans des tâches nécessitant une attention soutenue comme la lecture profonde. Ça, c'est l'étude de Anisette et Lafrenière et aussi la méta-analyse de Delgado 2018 qui évoque cette causalité-là. Ces interactions créent des habitudes cognitives par défaut
dans la lecture sur écran, habitudes cognitives qui sont partagées aussi bien par les adultes que par les enfants ou les adolescents. Donc, quelles sont les implications pédagogiques? L'apprentissage par MOOC, les tests scolaires et les lectures de travaux scientifiques, quand ils sont faits sur écran, produisent chaque fois une baisse qualitative de l'attention des apprenants et donc a tendance à sous-estimer aussi leur performance. La prise de notes papier en cours, on le sait par ailleurs, est plus verbatim sur écran. Verbatim, c'est-à-dire qu'elle fait appel aux mots du texte, ce qui va de pair avec la mémorisation peut-être possible dont parlait tout à l'heure Franck. Mais cette prise de notes, elle est plus générative sur papier. Par générative, on entend la possibilité d'engendrer des inférences, de généraliser ce que l'on a appris ou de l'exemplifier par des précisions qui n'étaient pas contenues dans le texte lu ou dans le contenu entendu. Il y a donc 3 effets principaux des écrans. La surconfiance, la régulation de l'effort qui est moins efficace et les résultats moins bons dans les tests de compréhension, qu'il s'agisse de lecture ou de résolution de problèmes, voire aussi en mémorisation. On mémorise mieux quand même un texte écrit qu'un texte qui a été lu à l'écran. Alors j'en viens évidemment à la partie essentielle. Comment cela nous conduit-il à recommander certains gestes professionnels? Doit-on renoncer aux écrans à l'école? Ce serait évidemment une grave erreur. On ne va pas abandonner le terrain numérique à la communication superficielle des réseaux sociaux. Il s'agit bien plutôt d'entraîner les élèves à un usage profond des médias numériques. Donc, nous avons réfléchi au GT5 et aussi sur la base des travaux expérimentaux qui ont été publiés, 4 types de dispositifs pédagogiques. Alors, d'abord, les chercheurs insistent sur le fait qu'il faut éviter le temps limité dans le travail conceptuel sur écran. Et surtout, ne pas utiliser, si possible, des tâches en temps limité pour évaluer les acquisitions des élèves. Il faut également éviter de limiter le temps de traitement alloué aux tâches d'apprentissage, parce que, nous avons parlé à plusieurs reprises de différenciation ce matin. Il est essentiel que les élèves puissent consacrer plus ou moins de temps à l'information qui est présentée, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une information en ligne ou une information écrite, selon leur zone proximale de développement. Et une recommandation très intéressante d'Ackermann et Lutermann, c'est que quand on doit donner un exercice en temps limité, il faut proposer des exercices difficiles, mais brièvement exprimés. En effet, on le sait, ce qu'on appelle la cohérence, c'est-à-dire l'apparente facilité d'une lecture, fait que l'effort qui est consacré à cette lecture reste superficiel. Donc, donner des exercices difficiles mais brièvement exprimés permettent à l'élève de se mettre immédiatement en mode traitement profond des concepts. Deuxièmement, il faut trouver le niveau de charge cognitive à utiliser. Les textes doivent, si possible, tenir en une page d'écran. Ça, beaucoup de résultats le montrent. Si vous étalez un texte sur plusieurs pages d'écran, il y a un problème de charge cognitive qui fait que les élèves n'arrivent plus à mettre en rapport les différentes parties du texte, alors qu'ils peuvent très bien le faire s'il s'agit d'un texte écrit en revenant facilement en arrière. Les textes favorables doivent demander de récupérer activement des connaissances d'arrière-plan et de faire appel au raisonnement. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire parce que ça dépend aussi du niveau des élèves. Les élèves en difficulté, en revanche, doivent être beaucoup aidés pour récupérer les connaissances d'arrière-plan de façon avec un feedback de l'enseignant ou des pairs. Ils auront du mal à le faire seuls. Mais pour les élèves qui sont en facilité, eh bien, il faut leur permettre de trouver un texte qui manque un peu de cohérence, ce qu'on appelle de cohérence dans ce domaine, c'est-à-dire récupérer activement
les liens entre les phrases et entre les arguments. Le contenu à traiter, bien entendu, doit se situer dans la zone proximale de développement. Et attention, de même que la cohérence du texte, la réduction excessive de la charge cognitive peut nuire à l'apprentissage, il faut également ici veiller à, tout en respectant la zone proximale de développement, atteindre le niveau de difficulté désirable. Troisièmement, il faut élever le sens de l'importance de l'exercice numérique. Donc, parsemer le texte à lire d'indices soulignant l'importance de tel terme ou de tel argument, introduire en cours de lecture des tests de compréhension profonde, choisir des textes axés sur la réfutation d'idées préconçues, intégrer à la lecture sur écran de courts exercices intercalaires sur papier pour résumer le texte, faire la carte conceptuelle du texte ou comparer un résumé exact avec un résumé inexact. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Joël Proust, pour ce remarquable exposé. C'est à la fois terrifiant parce qu'en gros, depuis 20 ans, on se rend compte, seulement aujourd'hui, si je comprends bien, avec l'aide des sciences cognitives, qu'en fait, on ne se rendait pas compte, qu'on ne comprenait pas forcément aussi bien avec les écrans numériques. Et je pense au message que j'ai donné ce matin, hein, les pays de l'OCDE qui se sont précipités pour équiper leurs classes sont notés par l'OCDE comme ayant des performances en baisse dans le domaine scolaire. Je pense qu'on peut mettre tout ça en liaison. Hein. C'est vraiment un message de prudence vis-à-vis des nouvelles technologies, parce que là, on voit que non seulement il y a un déficit, mais un déficit qu'on a du mal à corriger, même en entraînant les élèves à un meilleur usage du numérique, comme tu l'as dit. Est-ce qu'il y a des questions pour Joël Proust parmi le panel? Gérard. Oui, je me posais une question, c'est très intéressant, je ne suis pas totalement surpris personnellement, mais je me posais une question parce que les écrans, c'est un mot un peu vague. D'abord parce qu'ils ne sont pas du tout utilisés dans les mêmes positions corporelles et que je pense que la position corporelle, avachie ou pas avachie, etc., a un gros impact sur la compréhension. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a plusieurs sortes d'écrans. Par exemple, moi qui utilise beaucoup les deux, les écrans de liseuse sont extrêmement différents des écrans émissifs qui émettent beaucoup de lumière, et je pense que ça aussi, ça sollicite beaucoup le cerveau. Est-ce qu'il y a eu des expériences, par exemple, sur les écrans réflexifs de type liseuse et les écrans émissifs de type ordinateur, qui sont très différents à la fatigue à l'usage, par exemple? Selon moi, mais c'est très superficiel ce que je dis, hein, c'est l'expérience personnelle uniquement. Oui, alors les expériences que j'ai citées sont des expériences portant sur les élèves. Oui. Et non pas sur des élèves qui pratiquent des liseuses, mais sur des élèves qui ont soit des téléphones, soit des écrans d'ordinateur à leur disposition. Donc je pense, mais c'est un sujet très intéressant de voir ce qu'il en est pour les adultes principalement, hein, qui se servent de liseuses. Ceci dit, ce n'est pas dans ce domaine que je me suis renseignée sur les travaux existants, mais il en existe peut-être. Ceci dit, en ce qui concerne la posture, c'est vrai que tout le monde reconnaît que la posture joue un rôle considérable, en particulier dans la métacognition, puisque les indices corporels font partie de ce qui permet d'évaluer sa confiance. Hein. Ça paraît très étonnant, mais les indices corporels, de même d'ailleurs que les fréquences cardiaques, jouent un certain rôle. Ceci dit, je pense que là, cette variable, elle est neutralisée par les expériences dont nous parlons, qui sont des expériences qui ont lieu en classe. D'accord. Donc, il n'y a pas de... Est-ce que c'est quelque chose qui est intrinsèque au médium, écran versus papier, ou est-ce que ça dépend plutôt des usages habituels qu'on fait de chaque médium? Et donc, finalement, tu as un petit peu répondu dans une de tes diapos où tu as parlé d'habitudes cognitives associées avec tel ou tel médium. Et du coup, je me disais, OK, mais les habitudes cognitives, ça peut changer. Finalement, la prédiction, c'est que si on était dans un monde où on lit les classiques de la littérature sur liseuse et où on fait les réseaux sociaux en s'échangeant des petits bouts de papier, on acquérait des habitudes cognitives différentes et on lirait mieux sur écran, non? Oui, c'est un peu l'idée. Enfin, ça, c'est mon interprétation. Mais ceci dit, dans l'analyse, les différentes analyses que je vous ai données,
statistiquement, le fait que les élèves aient été plus ou moins exposés aux ordinateurs n'a pas d'effet sur l'illusion de métacompréhension. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Ceci dit, il y a cette étude anglaise sur les CM2 qui montre que les élèves qui pratiquent les réseaux sociaux, de façon générale, mais alors là, ça touche aussi l'écrit, ils ne comprennent plus rien. Et ils métacomprennent non plus rien. Donc ça, c'est très inquiétant parce que ça veut dire que une certaine forme de communication impulsive entre jeunes réduit leur capacité finalement d'accès au concept. Ça, c'est quand même quelque chose. Et ça ne touche pas que les écrans. Donc la situation est assez compliquée. Ceci dit, on peut penser qu'en effet, des élèves qui sont toute la journée sur leur téléphone, sur Facebook, ils n'ont pas une aptitude considérable à faire attention au contenu conceptuel profond de ce qui est dit, parce qu'ils ont l'habitude de prendre des indices superficiels. Ceci dit, même vous et moi qui ne sommes certainement pas tout le temps sur Facebook, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'y suis jamais, nous avons quand même une différence d'attention conceptuelle lorsque nous utilisons un écran. Donc, c'est ça qui est vraiment très étonnant. Là, merci Joël, merci beaucoup. J'espère qu'on m'entend. Oui, ça y est, très bien. Absolument passionnant. Et on a une petite pensée pour les enseignants qui ne sont pas responsables de tout ça, mais qui sont en première ligne pour essayer quand même de faire passer des concepts aux enfants. Et je voudrais quand même attirer l'attention sur une chose, c'est que ton exposé montre clairement que c'est un effet universel. Il n'y a pas cette idée qu'il y a des styles d'apprentissage différents. Je crois qu'on le répète en permanence, cette idée qu'il y a des styles d'apprentissage différents et qu'il y aurait des élèves qui apprendraient mieux de telle ou telle manière, c'est systématiquement faux dans les recherches actuelles. Donc c'est encore un exemple.